Monsieur le président de la 4e chambre, messieurs les directeurs généraux, mon général, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les rapporteurs pour avis, messieurs les rapporteurs spéciaux, chers collègues, nous procédons ce matin à l'audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de notre commission en application du deuxième membre de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances sur les secours en montagne. Il s'agit d'un sujet que nous avons peu l'occasion de traiter précisément lors de l'examen des projets de loi de finances ou de textes et débats portant sur la police et la gendarmerie nationale ou la sécurité civile. Dans un contexte de dérèglement climatique, de hausse des activités sportives en montagne et de diversification des pratiques, y compris vers des activités présentant des risques importants, nos forces de secours en montagne sont de plus en plus sollicitées. Le coût complet de ces secours tend en outre à augmenter alors que l'utilisation de l'hélicoptère est la norme. Sur la proposition des rapporteurs spéciaux des crédits de la mission sécurité, Bruno Belin côté police et gendarmerie, Jean-Pierre Vogel pour ce qui concerne la sécurité civile, il a ainsi semblé utile à la commission des finances de faire un point global sur le sujet. Sans anticiper la présentation qui nous en sera faite, le rapport d'enquête de la Cour des comptes pointe à la fois l'efficacité opérationnelle du dispositif et un raffinement du partage des compétences entre les trois forces compétentes qui ne va pas sans une certaine complexité. La Cour formule ainsi différentes propositions visant à rationaliser le dispositif et à assurer la maîtrise des coûts selon des scénarios plus ou moins ambitieux. Nos rapporteurs spéciaux présenteront également des recommandations. Pour aborder tous ces sujets, nous recevons ce matin M. Damien Cazé, président de la 4e chambre de la Cour, lequel nous exposera les conclusions de cette enquête. Les rapporteurs spéciaux prendront ensuite la parole pour indiquer les principaux enseignements qu'ils retiennent de ce travail et pour exposer leurs réflexions. Pour prolonger nos échanges, nous éclairer et répondre aux observations de la Cour et des rapporteurs spéciaux, je donnerai ensuite la parole à M. Louis Laugier, directeur général de la police nationale, Julien Marion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, et au général de corps d'armée Bruno Arvizet, major général adjoint de la gendarmerie nationale. Évidemment, je laisserai ensuite la parole aux collègues qui le souhaitent pour vous interroger. À l'issue de notre réunion, je demanderai aux membres de la commission des finances leur accord pour publier l'enquête remise par la Cour des comptes et les recommandations formulées par les rapporteurs spéciaux. Je vous indique enfin que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et est retransmise sur le site internet du Sénat. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Damien Cazé, président de la 4e chambre de la Cour des comptes. Monsieur le président, vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, je vous remercie de nous avoir invités à présenter devant vous les principales conclusions de notre rapport relatif au secours en montagne. Sont présents à mes côtés ceux qui ont mené à bien ce travail d'ampleur et de qualité, M. Salvetti comme contre-rapporteur et messieurs Herbin et Florence, auditeurs en tant que rapporteurs. Avant de vous présenter les principales conclusions du rapport, permettez-moi d'abord d'effectuer un bref rappel de la méthode suivie. Comme je l'évoquais à l'instant, ce rapport est un peu particulier en ce qu'il répond à une saisine par votre commission dans le cadre prévu par l'article 58.2. À ce titre, les rapporteurs ont pu avoir des échanges réguliers avec messieurs les sénateurs Belin et Vogel, qui suivaient plus particulièrement cette enquête. La spécificité de ce rapport tient aussi au fait qu'il intervient 14 ans après un premier contrôle de la Cour sur les secours en montagne réalisé en 2012. L'équipe a mené de nombreux entretiens avec l'ensemble des parties prenantes. Ces échanges ont eu lieu avec les administrations centrales, mais aussi avec les acteurs locaux du secours en montagne lors de déplacements ou d'entretiens en visioconférence dans 12 départements. Enfin, des comparaisons internationales ont été menées avec les services de secours en montagne de pays voisins, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et l'Espagne. Avant d'entrer dans les aspects plus critiques, je tiens tout d'abord à souligner de manière liminaire l'efficacité du dispositif de secours en montagne et l'expertise des professionnels mobilisés. Les entretiens et comparaisons menés par l'équipe ont confirmé l'expertise et l'efficacité du secours en montagne qui sont reconnus tant par les partenaires locaux que par les homologues étrangers. Alors que nombre de nos voisins européens recourent à des bénévoles, la professionnalisation de nos secouristes est enviée par nombre d'homologues de nos unités de secours en montagne. Ce constat est étayé aussi par la rapidité d'intervention des secours, 6 à 7 minutes en Savoie, entre l'appel et le décollage de l'hélicoptère, mais aussi par le nombre croissant d'interventions. Ainsi, en 2024, plus de 9 912 interventions ont été recensées, un chiffre en progression de 18% par rapport à 2018,
sous l'effet d'une forte hausse de la pratique sportive en montagne et de la diversification de la pratique vers des sports plus accidentogènes. Ces chiffres doivent toutefois être pris avec précaution, tant l'équipe a identifié de limites méthodologiques dans le système de collecte des données. J'en viens maintenant aux 3 grands constats de ce rapport qui corroborent en grande partie ceux effectués en 2012. Le premier constat est celui d'un apaisement des relations entre unités de secours en montagne. Je parle d'apaisement car le secours en montagne a été marqué par une concurrence et des tensions entre les 3 unités spécialisées en la matière, les pelotons de gendarmerie de haute montagne, les PGHM, les compagnies républicaines de sécurité, les CRS montagne, et les groupes montagne de sapeurs-pompiers, GMSP. Les gendarmes et les CRS tirent leur légitimité d'un héritage historique, tandis que les sapeurs-pompiers sont rentrés dans le dispositif au début des années 2000, à l'occasion de la départementalisation des SDIS et au titre d'une compétence générale de secours à personne. Dans ce rapport de 2012, la Cour avait mis en évidence l'apparition de tensions significatives dans certains départements. Pour tenter de supprimer ces tensions, une circulaire de juin 2011 est venue fixer un cadre et définir des modalités de coordination entre unités. 15 ans plus tard, les rapporteurs ont pu constater que ce texte a permis de fluidifier grandement les relations entre unités. Le rapport propose donc de réaffirmer l'importance de ces principes, de préciser quelques notions clés qui peuvent donner lieu à discussion entre unités et surtout de conforter le rôle de coordination de préfet. Et je parle sous le contrôle de l'ancien préfet de l'Isère qui connaît bien ce sujet. Le deuxième grand constat est celui d'une organisation territoriale complexe et peu efficiente. Malgré les recommandations de la Cour en 2012 visant à rationaliser le dispositif, le ministère de l'Intérieur a jugé préférable de ne pas engager de telles évolutions. Aujourd'hui, le dispositif apparaît clairement surdimensionné, avec plus de 735 secouristes spécialisés intervenant dans 19 départements pour une dizaine de milliers d'interventions. Au fil des années, chaque unité de secours en montagne a développé ses implantations et ses moyens au regard de ses propres zones d'intervention et de ses capacités humaines et budgétaires, sans tenir compte des moyens mobilisés par les autres forces ni du volume d'intervention réalisé. Le rapport identifie aussi de nombreuses inefficiences qui étaient déjà pointées du doigt par la Cour en 2012. Rien n'a changé en la matière depuis 15 ans. Il y a un écart de 1 à 4 entre les PGHM les plus actifs et ceux les moins sollicités, certains n'effectuant qu'une dizaine d'interventions par an, avec certains mois sans activité de secours en montagne. Les CRS sont en moyenne 40% plus nombreux que les gendarmes pour le même volume d'activité. Certains SDIS maintiennent ou développent des unités alors qu'ils n'ont pas ou plus de compétences en matière de secours en montagne. Des SAMU engagent des moyens en doublon ou forment trop de spécialistes. Ces écarts et cette inertie ne peuvent que surprendre alors que le ministère de l'Intérieur et les SAMU indiquent manquer de moyens. À ces sureffectifs et cette sous-activité s'ajoute une répartition des zones d'intervention et des process de décision particulièrement complexes. Chaque département possède ses propres règles de découpage géographique et d'engagement des unités de secours et des hélicoptères de la sécurité civile et la gendarmerie. Il est donc indispensable de rationaliser l'emploi de ces moyens, j'y reviendrai, de mieux articuler ces plans départementaux, de réfléchir à travers des logiques topographiques plutôt qu'administratives et de revoir les règles de localisation et d'engagement des moyens aériens pour tenir compte des capacités des nouveaux appareils. À cadre inchangé, cet effort de rationalisation doit aussi porter sur la formation. Malgré une certaine convergence dans ce domaine entre policiers et gendarmes, qu'il convient de souligner, les travaux visant à établir un référentiel commun entamés en 2011 n'ont toujours pas abouti. Le troisième et dernier constat est celui du coût total du dispositif. En dépit de difficultés méthodologiques déjà signalées, les rapporteurs ont tenté d'évaluer le coût complet du secours en montagne et aboutissent à un coût complet de près de 107 millions d'euros en 2024. Je précise qu'il s'agit d'ailleurs d'une estimation basse. Sur ce total, 50% incombent aux dépenses de personnel et 40% aux moyens aériens de la gendarmerie et de la sécurité civile. Cela aboutit à un coût moyen de près de 10 780 euros par intervention. 10 780 euros par intervention en 2024, lui aussi étant sans doute une estimation basse.
Depuis 2012, ce coût total a augmenté de 54,5 % alors que l'inflation n'était que de 25 % en cumulé. Cette hausse est essentiellement imputable aux moyens aériens, dont le coût a augmenté de 141 %, ce qui amène la Cour à rappeler le principe de juste suffisance dans l'emploi des moyens aériens, affirmé dans la circulaire de 2011. Cette augmentation très forte s'explique aussi par la hausse des coûts de maintenance, en particulier pour la gendarmerie, du fait du vieillissement de sa flotte d'hélicoptères, alors que la sécurité civile a bénéficié en priorité du programme d'acquisition de 36 nouveaux hélicoptères par le ministère, ce qui lui a permis de renouveler toute sa flotte de haute montagne. De son côté, la gendarmerie pâtit d'un taux de disponibilité de 70 % seulement, ce qui risque de l'obliger à fermer certaines bases. Mesdames et messieurs les sénateurs, vous le voyez, le ministère fait face à des besoins d'investissement significatifs d'un côté et de l'autre, aucune rationalisation du dispositif n'est conduite, alors même que cela pourrait permettre de dégager des marges de manœuvre budgétaires. Alors, que faire ? La Cour a identifié pour cela 3 grandes pistes. La première action à mener tient au renforcement de la prévention afin de limiter le nombre d'interventions. Les efforts en la matière sont aujourd'hui encore embryonnaires, notamment en comparaison de la sécurité routière. Le deuxième ensemble d'actions est une indispensable rationalisation du dispositif, en agissant plus résolument que les quelques ajustements paramétriques conduits par le ministère de l'Intérieur au cours de ces dernières années. Pour cela, la Cour dessine plusieurs scénarios plus ou moins ambitieux. La piste la plus radicale consiste en un regroupement des unités de secours en montagne au sein d'une force unique. Cela permettrait de simplifier les organisations locales, d'accélérer les processus de prise de décision et surtout de générer au moins 10 % d'économies, sans porter néanmoins atteinte à la qualité des secours. À défaut d'une telle transformation, une rationalisation du dispositif s'impose au regard des inefficiences constatées. Le scénario le plus structurant, qui constitue pour la Cour le minimum que l'on puisse attendre du ministère de l'Intérieur en matière de bonne gestion des deniers publics, serait le retrait de la compétence aux SDIS. Pourquoi les SDIS, me direz-vous, et non les CRS, comme le recommandait la Cour en 2012 ? Car il s'agit de nouveaux entrants, ce sont aussi ceux qui ont le plus de velléités expansionnistes, ce qui suscite des tensions. Et surtout, il s'agit de la force dont le retrait est le moins susceptible de perturber l'équilibre du système, CRS et PGHM étant en capacité de reprendre leurs zones et compétences à dispositif quasi inchangé, tandis que les SDIS ont déjà fort à faire avec le secours à personnes classique et les interventions contre les incendies. Alors que les départements mettent en avant les tensions croissantes sur leurs finances, comment peut-on continuer à investir pour développer la compétence des SDIS dans les secours en montagne, alors même que ces unités viennent concurrencer les services de l'État ? Enfin, un dernier scénario, nettement moins ambitieux, serait une reconfiguration des zones d'intervention selon une logique de massif et en fonction des atouts de chaque force, les SDIS se concentrant sur les massifs de basse et moyenne montagne et les CRS et PGHM sur la haute montagne. Pour finir, après avoir agi sur les dépenses, il est également indispensable d'activer le levier des recettes. Les comparaisons internationales menées par les rapporteurs montrent que la France se singularise par la gratuité totale des secours en montagne. Ces comparaisons montrent aussi que, contrairement à ce qui peut circuler dans le débat public, la facturation n'est pas synonyme de responsabilisation accrue. Il est toutefois difficile de rester les bras croisés alors que chaque intervention coûte plus de 10 000 € à la collectivité. Ce qui fait que lorsqu'un Français va skier en Suisse, quels que soient ses revenus, il peut payer plusieurs milliers d'euros. Et lorsque quelqu'un de richissime viendra de ce même pays, qu'il viendra en France, il ne paiera rien. C'est le contribuable qui paiera. Les rapporteurs ont donc établi 3 scénarios, plus ou moins ambitieux. Les deux plus ambitieux sont une facturation totale, comme nos voisins suisses, ou une facturation dans certaines situations spécifiques, à l'image de l'Italie. Un scénario plus réaliste semble être celui d'une facturation de public spécifique. Cela concerne avant tout et surtout les utilisateurs des domaines de stations de montagne en hiver comme en été. Si les secours sur piste classiques sont facturés, ce n'est pas le cas lorsque les unités spécialisées interviennent. Or, ces interventions peuvent représenter jusqu'à 70 % de l'activité de certaines unités en hiver. En été, en l'absence de secours privés, les unités spécialisées interviennent de manière croissante pour secourir des pratiquants toujours plus nombreux de VDT de descente sur des itinéraires balisés, souvent pour des blessures minimes. Une action en la matière est donc urgente au regard des coûts que cela génère, ce à quoi les unités de secours ne semblent pas opposées.
Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les principaux constats et recommandations que nous souhaitions partager avec vous sur ce rapport concernant le secours en montagne. Et je voudrais vous remercier pour votre attention, de tenir à votre disposition et remercier encore mes collègues qui ont mené cette instruction. Merci, Monsieur le Président. Je vais céder la parole aux rapporteurs spéciaux de la mission sécurité. En premier lieu, à Bruno Belin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, messieurs les directeurs généraux, mon général, mes chers collègues. Alors, d'abord, un grand merci à la Cour pour le travail effectué et pour la présentation, sur laquelle on aura peut-être dans le débat qui suivra quelques propos de modération, en tout cas en ce qui me concerne, sur un certain nombre de points que vous avez soulevés, Monsieur le Président. C'est vrai qu'on est sur un sujet, une politique publique méconnue, mais à la fois très médiatique, coûteuse. Alors ça, tout est relatif. On a mémorisé dans vos propos le 10 000 € par intervention. C'est le prix d'une vie. Voilà. On va avoir un débat. Est-ce qu'une vie a effectivement un cadre et un prix qu'on peut, comme ça, sur lequel on peut s'arrêter? Et puis, avec un point, et d'ailleurs, votre présentation, on est passé rapidement, le montre, il y a un point matériel indispensable dans cette politique publique, c'est l'hélicoptère. On va en reparler, mais on ne fait pas de secours en montagne sans hélicoptère. Cela, évidemment, arrive dans un cadre très particulier. D'abord, le développement des activités de montagne, mais à la fois sport de neige, mais également sport toute saison, parce que les collectivités ont fait face depuis plusieurs années justement à la perte de l'activité purement neige, et donc il a fallu inventer de nouvelles activités pour pouvoir occuper les terrains, les collectivités, les personnels, et ça, c'est une des raisons principales du développement à un moment donné des accidents et donc des secours. Et puis l'autre raison du développement des accidents et donc des secours, c'est effectivement le constat depuis 2 ou 3 décennies du dérèglement climatique qui font que le cadre dans lequel nos espaces de montagne évoluent actuellement, eh bien, bouge en fonction d'une météo évidemment qui n'est plus la même qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Il y a un troisième élément qui peut nous préoccuper si on se projette à l'avenir, c'est les Jeux Olympiques de 2030. Parce qu'il y a toujours eu un effet aux Jeux Olympiques en France sur les sports de montagne. On a eu évidemment 68 Grenoble avec la démocratisation de l'accès aux sports d'hiver. On a eu 92 Albertville où on a eu un développement immobilier, locatif, de propriété et donc un accroissement des temps d'occupation des domaines skiables. Et donc il y aura un effet 2030 sur une zone encore plus grande, puisque je vous rappelle que la zone d'intervention des Jeux couvre 2 régions qui partent du lac Léman jusqu'au bord de la Méditerranée. Et donc, il faut se préoccuper de cet ensemble-là. On est sur un système qui fonctionne. Moi, j'ai eu la chance d'entendre gendarmes, pompiers, CRS. On est sur un système qui fonctionne. Alors oui, ça coûte, mais cet ensemble-là, cette coordination-là, moi, je veux saluer le professionnalisme de tout le monde, permet d'avoir des résultats. Et finalement, c'est ça qui est là. Hein. On a eu, je crois, un décès à déplorer dans les forces de secours ces dernières années. Et finalement, on voit qu'il y a une très bonne coordination et finalement une addition de compétences. Ça a fait un peu ça a rappelé pour moi un petit peu, le rapport que j'ai pu faire l'année dernière sur les forces de l'élite, police, gendarmerie. On a effectivement le RAID, BRI, GIGN, et puis il y a la tentation de dire est-ce qu'il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une seule force parce que ça coûterait moins cher, etc. Non, on a des additions de compétences, des additions de savoir-faire, des expériences acquises au fil du temps, et on a besoin de tout le monde. Et donc, j'ai une position, en tout cas, qui est effectivement de continuer à avoir comme ça à disposition, parce qu'il peut y avoir aussi, à un moment donné, l'expression d'une catastrophe plus importante où la gendarmerie est capable de mobiliser en quelques instants l'ensemble des moyens humains et des militaires à disposition sur un département. Le SDIS, même chose. Et donc, voilà, il faut se garder, je crois, cette addition de compétences que sont le peloton de haute montagne,
les CRS, les SDIS et aussi la police nationale, même qui interviennent certaines fois. Surtout que la circulaire de 2011 que vous évoquez, Monsieur le Président, effectivement, la circulaire Kiel, elle fonctionne et elle a porté satisfaction depuis 15 ans. On sait qu'on va être en plus confronté à une augmentation, de par l'évolution que je me suis permis de vous rappeler en introduction, des sports de montagne, à une augmentation des interventions. Je vais vous prendre juste un exemple. Là où avant, il y avait des pistes de ski, où les skieurs y allaient après leur formation, après avoir acquis un savoir-faire de bons skieurs. Bien maintenant, il y a parfois plus de pistes de ski. Alors on fait de la descente en VTT, où tout le monde se croit bon et accessible à faire du sport de VTT, et vous avez plus d'interventions en haute montagne sur des sports qui ne sont pas des sports de neige que là où effectivement il y en a des accidents dus à la neige ou avalanche. Donc on sait qu'on va être confronté à plus de sollicitations et donc évidemment besoin de plus au moins autant de moyens humains. Juste pour avoir qu'on ait un chiffre, hein, on a eu le chiffre de 10 000 € l'intervention, il faut avoir le chiffre que ça représente 1000 personnes si on additionne toutes celles et tous ceux qui sont en capacité d'intervenir dans ces situations-là. Il y a un élément mécanique sur lequel j'insiste avant de laisser la parole à Jean-Pierre Vogel, un élément mécanique et qui fera l'objet, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, d'un prochain rapport de contrôle sur les moyens aériens, parce qu'effectivement, on ne fait pas d'intervention en haute montagne ou d'intervention en montagne sans hélicoptère, et force est de constater qu'on a un parc aujourd'hui qui est obsolète ou en obsolescence, et donc il y a grand temps qu'on puisse, notamment les hélicoptères de la gendarmerie, intervenir, renouveler, investir. Ça sera ma première recommandation. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur spécial. Je cède la parole à notre collègue Jean-Pierre Vogel. Je partage naturellement pleinement les propos de mon collègue Bruno Belin et je voudrais revenir sur les enjeux de pilotage, d'organisation et de soutenabilité globale du dispositif. Le coût complet, comme ça a été rappelé, du secours en montagne est aujourd'hui estimé par la Cour des comptes à environ 107 millions d'euros par an, soit près de 10 800 € par intervention. Mais ce coût doit évidemment être apprécié au regard de l'objectif fondamental de sécurité des personnes et du rôle essentiel des secours dans l'attractivité touristique des territoires de montagne. Mais sa dynamique appelle une vigilance particulière. Depuis 2012, et ça a été indiqué tout à l'heure par la Cour des comptes, le coût global du dispositif a progressé de près de 55%, bien au-delà de l'inflation. Selon les chiffres de la Cour, la hausse est modérée s'agissant des dépenses de personnel et de fonctionnement des PGHM et des CRS montagne, mais importante pour les moyens aériens de la sécurité civile et de la gendarmerie, en particulier en raison de la hausse de leurs coûts de maintenance et naturellement du vieillissement de la flotte. Cela rend indispensable une réflexion approfondie sur l'organisation et le pilotage du dispositif. Et à la lecture de l'enquête et à l'issue de nos travaux, nous avons identifié plusieurs fragilités organisationnelles que nos recommandations visent à juguler, comme celle de la Cour. La première concerne le pilotage préfectoral. Dans un dispositif mobilisant plusieurs acteurs, des moyens spécialisés coûteux et des chaînes de décision imbriquées, le rôle du préfet est déterminant. Là où ce pilotage est clairement exercé, l'organisation est lisible, les relations entre services sont apaisées et l'engagement des moyens mieux maîtrisé. À l'inverse, un pilotage plus effacé peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une régulation moins efficiente. C'est pourquoi nous recommandons de renforcer le pilotage préfectoral, non pour rigidifier l'action opérationnelle, mais pour en faire un levier d'optimisation des moyens et de maîtrise des coûts. Par ailleurs, l'organisation du dispositif gagnerait à être pensée davantage à l'échelle des massifs, qui correspondent à la réalité géographique des pratiques et des risques. Nous proposons donc de compléter le cadre opérationnel départemental par une coordination organisationnelle à l'échelle des massifs, afin de favoriser la mutualisation des moyens entre les forces, notamment aériens. Autre point essentiel, la nécessaire centralisation des alertes. En pratique, tous les appels ne transitent pas systématiquement par le CODIS et les circuits de régulation peuvent être fragmentés.
Cela complique la coordination et rend plus difficile une régulation fine de l'engagement des moyens lourds. Nous recommandons donc de réaffirmer clairement la centralité du CODIS et du 112 afin de garantir une réponse rapide, proportionnée et économiquement soutenable, surtout avec le déploiement de NexSIS. Nous attirons également l'attention sur la question du périmètre matériel du secours en montagne. Dans certains territoires, la qualification tend à s'élargir, conduisant à mobiliser les unités spécialisées et le vecteur héliporté pour des situations qui pourraient relever du secours de droit commun exercé en zone de montagne. Nous recommandons ainsi un retour à une définition stricte du secours en montagne et un encadrement opérationnel encore plus rigoureux du recours aux moyens lourds dans une logique de proportionnalité et de soutenabilité. Enfin, la prévention et la responsabilisation des usagers constituent un levier majeur. Réduire l'accidentalité est le moyen le plus efficace de contenir durablement la pression opérationnelle et budgétaire sur le secours en montagne. Des actions sont réalisées, mais elles restent insuffisamment visibles pour les publics les plus exposés. Par ailleurs, les moyens financiers consacrés par l'État à ces actions de prévention et de sensibilisation sont insuffisantes. Nous plaidons pour une politique de prévention plus ambitieuse, notamment via les outils numériques et les réseaux sociaux, pour un coût modeste au regard du coût moyen d'une intervention. Dans la même logique, nous estimons que la question d'une facturation ciblée de certaines interventions peut être expertisée sans pour autant remettre en cause le principe général de la gratuité des secours d'urgence. Merci, monsieur le rapporteur spécial. Je vais maintenant céder la parole à nos invités pour, si vous le voulez bien, un propos liminaire de 5 à 7 minutes chacun. Je vais céder la parole tout de suite à monsieur Louis Laugier, directeur général de la police nationale. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je salue également le président de la 4e chambre de la Cour des comptes, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, et puis les collègues qui m'accompagnent, le directeur général de la sécurité civile et le général Ravizet. Tout d'abord, remercier la Cour pour tout le travail qui a été réalisé, parce que nous avons travaillé en commun sur ces sujets-là, même si nous avons des approches qui sont un peu différentes. Je sortirai peut-être un peu du propos que j'avais envisagé pour pouvoir peut-être aussi réagir à des remarques qui ont été portées. Je voudrais quand même apporter quelques observations sur ce rapport et sur les recommandations, sachant que moi-même, j'ai eu la chance d'exercer des fonctions de préfet en Savoie, dans le Haut-Rhin et en Isère. La Savoie et l'Isère étant particulièrement concernés par les plans départementaux de secours en montagne, si bien que ce que vous avez dit, monsieur le sénateur, sur le fait que le préfet doit être positionné dessus, résonne totalement à mes yeux. Je crois que ce sont des plans départementaux qui s'élaborent en plus en contact avec les élus, parce qu'il y a un acteur dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Ce sont aussi les stations de montagne, par exemple, qui contribuent au plan de secours en montagne, qui sont associés à travers tous les pisteurs. Et puis il y a toujours un travail de proximité avec les élus, avec, dans le plan départemental, un point majeur, c'est la victime qui compte. Comment est-ce que la victime va être secourue le plus vite et le mieux possible? Et là-dessus, vous avez évoqué aussi la centralisation de l'appel. Je pense que cette question-là est importante et en même temps est abordée de manière peut-être plus détaillée, si je puis me permettre, puisqu'il y a des écarts d'intervention de 20 minutes entre certains départements selon la manière dont l'appel est pris. Et typiquement en Savoie, ça se fait directement sur des postes de secours qui sont prépositionnés en montagne, alors qu'en Isère, c'est au niveau du CODIS que ça se passe. Donc il y a tout un travail à revoir là-dessus pour éviter d'avoir une déperdition de chances, notamment pour les personnes qui sont en danger. En tout cas, le premier constat que je fais, c'est que c'est un dispositif qui est complexe, en apparence, mais qui est adapté au niveau local, d'où l'intérêt d'avoir ce lien entre les préfets et les élus. Et c'est un dispositif qui demeure efficace, robuste et éprouvé. Quand on regarde bien, le secours en montagne est un dispositif, ça a été dit, qui fonctionne bien et qui porte des enjeux clés, qui est efficace, ça a été d'ailleurs dit par la Cour. Et je crois que nous partageons tous le souci que les pouvoirs publics portent assistance à la population en tout point du territoire. Et également un sujet qui a été évoqué rapidement, la question des retombées économiques du tourisme de montagne, estimé à 20 milliards d'euros au niveau national. Pour la Savoie, par exemple, c'est 50% du PIB. Pour l'Isère, à peu près 30%. J'ajoute que ça a été évoqué par le sénateur Belin, mais l'activité est en transition, puisque l'activité de montagne, par définition, évolue en raison des conditions climatologiques. Aujourd'hui, l'équilibre financier est quand même 90% sur la partie hivernale, en moyenne, à l'exception de 2 stations, Pralognan-la-Vanoise et Chamonix.
et 10% sur la partie été. On va avoir automatiquement un transfert de charges et les élus d'ailleurs font évoluer les pratiques locales pour pouvoir compenser le fait que la saison hivernale est plus courte. Et je crois qu'il faut qu'on l'intègre nous dans notre fonctionnement, c'est-à-dire que nous restions présents aux côtés des collectivités au risque de mettre en péril l'équilibre financier de départements entiers. Donc ce point-là est essentiel à mes yeux. Donc c'est vrai que le coût général de 103 millions ou 108 millions, mais je ne dis pas que c'est négligeable, mais c'est aussi le prix de l'excellence et c'est aussi le prix d'un appui économique au profit des collectivités sur le terrain. Et puis c'est une qualité de secours qui est reconnue par tous, au-delà des frontières, qui ne se fait pas sans rien, parce qu'un autre point n'a pas été évoqué, je me permets de le dire. Moi, je suis ces dossiers depuis quelques années, et depuis 2019, nous avons eu 4 décès pour les CRS en montagne. Les CRS étaient 198, aujourd'hui on a 188, ce n'est pas lié au décès d'ailleurs, mais vous faites le ratio, 4 décès en quelques années pour une unité comme celle-ci. Je crois aussi que quand on voit la stèle que nous avons mise en place à Chamonix l'an dernier, c'est révélateur de l'exposition physique de nos collègues au profit de nos concitoyens ou des personnes en tout cas qui viennent sur le territoire national. Ce point-là, je crois, mérite aussi d'être retenu. Peut-être aussi dire que la réussite actuelle repose, mais ça a été souligné par le rapport, sur un équilibre trouvé sur le terrain et un savoir-faire qu'il convient de préserver. Et je crois que sous l'autorité du préfet, il y a des équilibres fonctionnels qui ont été éprouvés au niveau local et qui reposent également sur le facteur humain. Et donc, toute harmonisation excessive pourrait pousser à faire basculer des équilibres qui sont fins et qui pourraient avoir des conséquences après ça sur le terrain. Et donc tout cela ne va pas, à mon sens, dans la perspective d'avoir une force unique. Je voudrais également revenir sur le fait que tous les savoir-faire qu'on a évoqués sont utiles non pas uniquement pour le secours en montagne, mais pour d'autres occasions. Alors, les missions d'appui opérationnel qui vont être réalisées, par exemple, lors des grands événements, c'était le cas pour les JO à Paris. On a formé des personnes à se mouvoir en hauteur, notamment les services de sécurité. On forme constamment la BRI, PP et le RAID pour pouvoir justement se positionner sur des objectifs hauts et réagir. Ça sera le cas du G7 ou les JO d'hiver 2030. Je rappelle également que dans certains cas, l'expertise de police judiciaire nécessite d'avoir une capacité montagne pour se déplacer. C'était le cas pour la Germanwings, où là, lorsqu'il a fallu envoyer du monde sur le terrain dans certains endroits qui étaient périlleux, c'était des unités spécialisées qui l'ont fait. Et puis, on a donc, je vous l'ai dit, une formation, depuis la mise en place de ces formations, depuis quelques années, on a formé quand même 2000 fonctionnaires de police dans le cadre de la capacité à utiliser des conditions en hauteur. Ça, il ne faut pas s'exonérer des autres situations. Je pense notamment aux catastrophes naturelles. J'étais préfet de l'Isère, je vous l'ai dit, et la vallée du Vénéon, qui est une vallée qui mène à la Bérarde. Bérarde est un des temples de l'alpinisme. C'est un village, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en juillet il y a 2 ans, qui a été ravagé par une grande coulée de boue. Les images, je ne sais pas si vous vous en souvenez aussi, il y avait un chalet qui avait complètement disparu, il ne restait que le fait du chalet. Il y avait un CRS qui était en haut du chalet, qui avait été détruit par un hélicoptère de la sécurité civile. Ce CRS a cassé le toit et a permis d'extraire 2 personnes qui étaient suspendues au-dessus des eaux. Ces 2 personnes donc, ont été sauvées. Moi, j'étais sur place, j'ai été voir toutes les personnes là-bas. Nous avons évacué, parce que j'étais préfet de département, je vous dis, donc j'ai coordonné les secours. J'ai eu l'appui de 4 hélicoptères de la sécurité civile. Un hélicoptère de la gendarmerie était en réserve, donc on avait vraiment rappelé beaucoup de moyens. Pourquoi ? Parce qu'il fallait évacuer 100 personnes en quelques heures. Et pas par lubie, mais parce que les conditions météo offraient une fenêtre d'extraction de 2 heures à peu près. Et on a fait des rotations constantes pour sortir des personnes qui étaient dans des refuges, une femme qui allait accoucher qui était dans un refuge, des personnes qui étaient au pied d'un camping qu'on avait déjà, pendant la nuit, 2 heures du matin, ramenées dans des bâtiments en dur dont nous n'avions absolument pas les certitudes qui protégeraient dans la durée les personnes. Alors c'est vrai que là, on a évacué 100 personnes d'un coup. Ça n'arrive pas tout le temps, si vous voulez. Mais il n'empêche que lorsque ça se produit, on est bien content de l'avoir, et tout ça ne peut être fait que grâce à une expertise cumulée entre les différentes forces que nous représentons. J'entends bien qu'une rationalisation extrême pourrait faire gagner 10%, mais 10% sur 100 millions, vous voyez, ça fait 10 millions. Les 10 millions ne sont rien par rapport aux travaux qui ont dû être faits après ça par la collectivité pour pouvoir compenser les dégâts qui avaient été faits par la nature, etc. etc. Donc je crois vraiment qu'on est une logique qui est une logique d'intérêt général sur lequel l'équilibre actuel, avec l'alternance hebdomadaire mise en place entre, notamment sur plusieurs sites, les CRS et les gendarmes, qui a parfaitement fait ses preuves, tout en maintenant un haut niveau technique, des repos nécessaires, parce que si vous alternez 2 unités
voyez, dans les décès qui ont eu lieu chez les CRS en 2020, il y a eu 2 décès. Le jour où ça s'est produit, c'était les CRS qui étaient de permanence. Eh bien, le PGHM a pris le relais pour pouvoir faire les secours, pour dégager les CRS du côté émotionnel qu'avaient ces secours. Ils ont travaillé sur. Si on n'avait qu'une seule force unique, il aurait fallu avoir 2 fois plus de monde pour compenser le fait simplement qu'une était remplacée par l'autre. Et donc, je crois vraiment que la rationalité existe déjà. Donc, les comparatifs que l'on peut faire aussi sur les effectifs il y a des petits écarts d'effectifs entre policiers et gendarmes qui peuvent s'expliquer par le statut militaire, s'expliquer aussi par des missions différentes. Je prends l'exemple des CRS de montagne qui sont formés au secours en spéléologie. Et tous sont formés à la spéléologie. Un secours en spéléologie, c'est automatiquement 24, 48 heures, et c'est des dizaines de personnes qui sont impliquées. Donc vous voyez, la complémentarité, elle est là dans des unités qui ont des spécificités. Au même titre, si vous voulez, que j'ai parlé de la Bérarde. La Bérarde, quand les CRS sont intervenus, parce que c'était leur semaine, avec des hélicoptères de la sécurité civile, les pompiers ont assuré tous les points de secours après ça dans les collectivités, les ambulances qui ont exfiltré les blessés, et les gendarmes ont assuré la sécurité périmétrique, la gendarmerie départementale, dans le cadre de leur mission normale de gendarme. Et donc finalement, on a eu une complémentarité assez harmonieuse qui s'est effectuée sur le terrain. Alors voilà, c'est pas. Je suis conscient qu'en vous disant ça, je prends un exemple très concret qui peut avoir la faiblesse d'être un exemple, mais je vous ai cité les German Wings à côté ou d'autres situations que nous avons pu connaître. Pour conclure, si vous voulez, moi je pense que effectivement, il faut intégrer le fait que la montagne est un milieu dangereux par excellence. Et les nouvelles activités qui existent vont dans ce sens-là. Quand on voit par exemple le wingsuit, vous savez, c'est les gens qui volent avec l'espèce de combinaison. On a automatiquement des accidents qu'on n'avait pas auparavant parce qu'on repousse toujours un peu les limites. Mais moi, ce que je constate, c'est que la prévention pourrait être utile, effectivement, pour pouvoir rappeler aux uns et aux autres leur propre responsabilité et les sensibiliser aux risques, comme on l'a fait pour finalement la sécurité routière. La question de la facturation, à mes yeux, n'est pas un sujet tabou. J'ai toujours dit d'ailleurs à la Cour. Je dis simplement que ça va être compliqué à mettre en place. Parce que qu'est-ce qui différencie la personne qui va dans le Vercors sur un chemin de grande randonnée et qui se tord la cheville, qui ne pourra pas rentrer et qui devra être évacuée en hélicoptère, d'une personne qui est expérimentée, qui fait de l'alpinisme? Vous voyez, la différence ne va pas être évidente. Au même titre qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on toucherait à tous les milieux naturels et qu'on aborderait nécessairement la question du milieu maritime, par exemple. Voilà très simplement ce que je voulais vous dire, en disant que je crois qu'on a fait déjà beaucoup d'efforts en termes de rationalisation, qu'on s'intègre complètement dans une logique de bonne gestion, mais que je ne voudrais surtout pas qu'on perde une culture d'excellence qui apporte beaucoup à la fois aux unités, mais également aux collectivités. Merci, monsieur le directeur. Je vais céder la parole à monsieur Julien Marion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, messieurs les rapporteurs, monsieur le président de la 4e chambre, mesdames, messieurs. Je ne vais pas redire avec moins de flamme et de conviction ce que vient de dire mon collègue directeur général de la police nationale à l'instant, d'autant que je n'ai pas été préfet en département de montagne, donc je ne saurais pas le faire aussi bien. Simplement pour vous dire que je souscris sans réserve à la quasi-totalité des constats qu'il vient d'exposer à l'instant. Donc je voudrais concentrer mon propos sur quelques idées assez simples en réalité. D'abord, relever qu'une bonne partie des constats posés par le rapport de la Cour des comptes, nous les partageons sur l'excellence des unités impliquées dans le secours aux montagnes, sur les constats factuels, c'est-à-dire l'augmentation tendancielle de l'activité en raison du réchauffement climatique notamment, et puis d'autres facteurs que je pourrais citer. Partageons également le constat qui est très important, des évolutions intervenues entre le premier rapport de la Cour des comptes et de 2012 et celui qui est présenté aujourd'hui, c'est-à-dire quand même le constat d'une amélioration très nette de la situation et des équilibres qui ont été rendus possibles grâce à la circulaire signée par mon prédécesseur Jean-Paul Kiel en 2011. Je crois qu'il est, comme vient de le dire le directeur général de la police nationale, une fois qu'on a constaté que ces équilibres fonctionnent, qu'il y a un apaisement global qui est quand même intervenu dans les relations entre les trois forces, c'est important de rappeler que le cadre posé par la circulaire Kiel nous semble être le bon cadre, même si, on va le voir, je le dirai dans un instant, un certain nombre de points peuvent être précisés et améliorés. La circulaire Kiel, mais également l'arbre décisionnel qui a été quelques années après, en 2017, construit
commun aux trois forces, ça a permis quand même d'apaiser très nettement la situation sur le terrain. Et moi, j'en arrive à un premier constat, enfin une première conviction que je voudrais partager avec vous. Nous avons besoin de l'implication des trois forces dans cette activité de secours en montagne, comme vient de le rappeler très clairement à l'instant le directeur général de la police nationale. Nous avons besoin de l'apport des trois forces, chacune avec ses spécificités, avec ses statuts différents. À cet égard, je voudrais préciser un point à l'attention du président Cazet. Les sapeurs-pompiers sont certes des fonctionnaires territoriaux, mais lorsqu'ils interviennent au plan opérationnel, ils le font sous l'autorité du préfet. Ils le font donc pour le compte de l'État. Donc je suis un tout petit peu mal à l'aise avec la notion de concurrence qu'il pourrait y avoir entre des fonctionnaires territoriaux d'un côté et des fonctionnaires de l'État de l'autre. Les trois forces interviennent sous l'autorité de l'État dans le domaine du secours aux montagnes. Et donc pour moi, la notion de concurrence n'est pas adaptée à cette situation-là. Un point très important aussi et qui explique l'équilibre satisfaisant que nous constatons aujourd'hui, c'est le fait que le dispositif repose beaucoup sur une implication de l'autorité préfectorale. Tout ne se décide pas à Paris. Tout ne se pilote pas depuis Paris et nous savons que dans la vingtaine de départements de montagne, les situations, les réalités sont très différentes et il y a donc un élément clé dans l'implication de l'autorité, enfin l'implication du préfet de département dans la construction de l'équilibre local le plus satisfaisant entre les trois forces et j'y inclus les moyens héliportés qui sont ceux de la gendarmerie et de la sécurité civile. Pour autant, bien évidemment, je rejoins aussi les constats posés par la Cour des comptes sur la nécessaire rationalisation à apporter au dispositif, sur le besoin également de préciser encore davantage un certain nombre de notions qui irriguent au quotidien cette activité de secours aux montagnes. On voit bien qu'il subsiste des divergences d'analyse, d'interprétation sur qu'est-ce que c'est que le secours en montagne, sur la définition des notions clés. Je pense que ces divergences d'interprétation, naturellement, doivent être aplanies et que ça suppose, en termes de comitologie, là je parle pour le ministère de l'Intérieur, probablement d'élever un tout petit peu la comitologie autour du secours en montagne. Nous avons dans chacune des trois forces des spécialistes, des passionnés du secours en montagne, heureusement. Mais ce qui nous manque peut-être, et ça je pense que c'est une suggestion qu'on pourrait assez facilement mettre en œuvre, c'est une instance de niveau ministériel où on puisse, à un niveau approprié, se mettre d'accord sur d'abord une vision stratégique partagée et sur un certain nombre de définitions partagées qui permettraient d'aplanir davantage les quelques difficultés qui peuvent subsister dans la déclinaison locale. Je voudrais revenir assez logiquement sur l'implication des sapeurs-pompiers dans l'activité de secours en montagne, en réaction à un des scénarios qui a été posé par le président Cazet dans sa présentation, pour mettre en garde contre le risque majeur que constituerait le retrait de cette activité aux sapeurs-pompiers. Pourquoi ? D'abord parce que ça veut dire qu'on priverait le secours en montagne de la moitié de ses effecteurs d'activités spécialistes, ce qui me semble assez peu réaliste, puisque les sapeurs-pompiers contribuent à peu près à la moitié de l'armement des spécialistes du secours en montagne, et que si on devait aller dans cette direction, ça nous mettrait collectivement en grande difficulté, mais le DGPN vient de le dire il y a quelques instants, pour absorber des chocs d'activité majeurs, soit de type JO de 2030 par exemple, soit de type événement un peu exceptionnel. Louis Logier a parlé de la Bérarde, Germanwings, etc. Ayons bien en tête que les sapeurs-pompiers qui participent à l'activité de secours en montagne sont pour la majorité d'entre eux des sapeurs-pompiers volontaires. Et que donc ils constituent un réservoir d'activités qui peut être mobilisé très facilement lorsque les circonstances opérationnelles l'exigent. Par ailleurs, de par leur statut de volontaire, ils contribuent à ce que les coûts de personnel pour la sécurité civile soient limités. Un sapeur-pompier volontaire est indemnisé pour ses activités. Il n'est pas rémunéré comme l'est un fonctionnaire d'État ou territorial. Et donc, si on devait sortir les sapeurs-pompiers, donc majoritairement volontaires, de ce dispositif et transférer
je ne sais pas à qui l'activité qu'ils effectuent aujourd'hui, il y aurait un impact financier certain. Donc il ne faut pas négliger. Un dernier mot sur la problématique des hélicoptères, hein, qui est mentionnée dans le rapport de la Cour des comptes au titre des pistes de rationalisation, pour signaler, mais vous, sans doute ce point est-il déjà connu, qu'il y a une démarche qui a été mise en place au ministère de l'Intérieur à travers un comité stratégique des moyens aériens et qui vise précisément à un niveau approprié, sous le pilotage du cabinet du ministre, à examiner un certain nombre de pistes de rationalisation dans l'emploi des moyens aériens. Je terminerai là-dessus avec une suggestion. Si on doit réfléchir à des pistes de rationalisation telles qu'elles sont suggérées dans le rapport de la Cour des comptes autour de l'emploi des flottes héliportées intervenant dans le domaine du secours aux personnes, il nous semblerait judicieux d'inclure dans cette réflexion les hélicoptères du SAMU, les Héli-SMUR, qui contribuent indirectement à cette activité aussi, et qui, voilà, je pense qu'une réflexion qui ne les inclurait pas serait, n'irait sans doute pas assez loin et manquerait sans doute en grande partie ses objectifs. Voilà ce que je pouvais partager comme constat avec vous. Merci, monsieur le directeur général. Je vais céder enfin la parole au général de corps d'armée Bruno Arvizet, major général adjoint de la Gendarmerie nationale. Vous avez la parole. Messieurs les présidents, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs, en premier lieu, je tiens à excuser l'absence de notre directeur général qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire, donc n'y voyez pas un quelconque désintérêt pour cette mission, bien évidemment, mais c'est simplement une question d'agenda. J'alourdirai pas mon propos en disant d'abord que je fais mien l'essentiel de ce qui a pu être écrit dans le rapport, tant les constats que les recommandations. Et bien évidemment, je partage les considérations d'ordre général que les deux directeurs généraux ont évoquées au préalable. Et donc, je ne reviendrai pas dessus. Je me concentrerai donc davantage sur la gendarmerie dans la montagne. Quand la gendarmerie aborde la montagne, elle ne l'aborde pas que sous le prisme du secours en montagne ou de la sécurité en montagne, puisque la gendarmerie a une mission globale de protection de la population en milieu de montagne. Je rappelle que quand même les montagnes constituent 26% de notre territoire, 40% de nos frontières nationales, avec évidemment des enjeux économiques, des enjeux d'immigration illégale, puisqu'il y a des cols qui permettent de franchir. Bref, la gendarmerie, quand elle aborde la montagne, elle l'aborde dans sa globalité. Dans la globalité aussi de son modèle intégré, qui repose sur des brigades de montagne, sur c'est quelques 6000 gendarmes quand même dans nos brigades de montagne, sur des escadrons implantés en zone montagne qui ont eux-mêmes des groupes montagne spécialisés. Et au sommet de tout ça, si je puis dire, nous trouvons effectivement nos 21 pelotons de gendarmerie de haute montagne qui constituent environ 300 personnels. Ces 300 personnels, ils sont éprouvés par 70 années d'expérience. On y déplore aussi au fil du temps 69 morts. C'est pour vous dire que l'évolution de ces PGHM a suivi en fait toute la vie, toute l'évolution de l'économie de montagne et des activités de montagne, et s'y est adapté. Quand on porte un jugement sur le coût du secours en montagne, sur l'activité de ces PGHM, en premier lieu, j'observe que ces 300 spécialistes assurent quand même 6000 secours par an. Donc je pense que leur utilité n'est pas à démontrer. Mais j'insisterai surtout sur le fait que quand ils n'exercent pas des missions de secours, ces mêmes personnels spécialisés de nos PGHM assurent d'autres missions beaucoup plus classiques pour la gendarmerie. Je rappelle que la mission de secours de ces seuls PGHM, c'est 32% de leur activité. Le reste, ce sont d'autres missions plus classiques. 22% de missions de sécurité publique générale, qui sont toutes les missions classiques de la gendarmerie, mais en milieu montagneux, rendues d'autant plus importantes, impérieuses, que l'été, on a une forte fréquentation. Pour vous citer un exemple, le PGHM de Chamonix, aujourd'hui, chaque gendarme consacre 40 journées par an à faire de la protection de l'environnement et, le cas échéant, à verbaliser. Donc, il n'est pas que dédié au secours en montagne. Vous évoquiez la nécessaire prévention pour éviter les accidents. Nous la partageons pleinement.
Alors, il faut savoir que ces patrouilles, déjà, sont un mode de prévention, mais qu'en plus de ça, nos PGHM consacrent 15% de leur activité au contact du public par l'accueil, la prévention dans tous les groupes professionnels, dans tous les groupes amateurs, justement pour prévenir les accidents, pour encourager aux bons équipements. Bref, cette mission est déjà prise en compte. Pour revenir sur le dispositif, vous appelez de vos voeux la rationalisation. J'observe que depuis le dernier rapport, nous avons fait de grands efforts de rationalisation, puisqu'aujourd'hui, nos unités sont implantées dans une logique de massif. Prenons les Vosges, c'est aujourd'hui 15 militaires de peloton de gendarmerie de haute montagne, même s'ils sont sur les deux côtés du versant implantés, mais la mutualisation des secours se fait sur une logique de massif. En Corse, c'est aussi une quinzaine de gendarmes seulement pour couvrir tout le massif montagneux de Corse. Enfin, la mutualisation, nous avons su aussi la faire entre nos forces, puisque nous assurons une même permanence qui génère des économies de personnel entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, par exemple. Donc, nous aurons du mal à aller plus loin dans cette rationalisation interne que nous avons menée ces 10 dernières années. J'ajouterai à cela qu'au-delà de cette même logique de massif, nous avons aussi une logique intermassif, puisque chaque fois qu'on a un événement calamiteux dans un massif, du fait que tous nos personnels ont la même formation et les mêmes technicités, nous les projetons d'un massif à l'autre. On citait tout à l'heure la Germanwings qui nous a conduit à, évidemment sur le crash de la Germanwings, à projeter des personnels d'autres massifs, d'autres PGHM. On aurait pu citer aussi les inondations de la vallée de la Vésubie qui nous ont conduit à la même chose. Projection de PGHM, projection d'escadrons de montagne, voire manœuvre avec l'ensemble des brigades de montagne qui ont aussi en leur sein d'autres compétences d'un moindre niveau, mais qui font partie d'un tout. Donc, je pense que cet effort de rationalisation, depuis le précédent rapport, nous l'avons conduit et nous aurons du mal à aller au-delà. Nous avons fait aussi cet effort d'harmonisation des formations avec la police nationale, puisqu'aujourd'hui, pour devenir équipier de montagne, c'est une formation qui requiert les mêmes compétences, qui dure environ 47 semaines, et pour être chef de caravane, il faut compter 3 semaines de plus et être gradé. Donc cet effort a été fait aussi. J'en viens maintenant au sujet évidemment du capacitaire hélicoptère, puisqu'il va sans dire aujourd'hui que sans hélicoptère, nous ne pouvons pas assurer un secours en montagne efficace et rapide. Je pense que vous en êtes convaincus. Nous avons une véritable préoccupation, c'est que le vieillissement de notre flotte globale d'hélicoptères et de celle du milieu montagne en particulier, je rappelle nous en avons 13, nous conduit ces derniers mois à fermer temporairement des bases de secours montagne. Nous en avons fermé 3 chacune pendant en gros 1 mois en 2025. Nous nous apprêtons à faire la même chose en 2026. Et nous savons que si nous n'avons pas nos livraisons d'hélicoptères, dont je sais que le travail est en cours, à temps, à partir de 2028, nous risquons de devoir fermer durablement, pour ne pas dire définitivement, des bases. Donc c'est quand même un point à prendre en compte. Il est d'autant plus à prendre en compte que plus nous avons contracté notre dispositif rationalisé dans une logique de massif, et plus nous avons besoin de l'hélicoptère pour projeter les secouristes. Je pense que ça, c'est quelque chose de compréhensible. Pour autant, nous sommes économes des deniers publics, puisque chaque fois qu'une intervention peut être conduite sans hélicoptère, nous le faisons. Mais il y a tellement de critères qui nous poussent à utiliser l'hélicoptère qu'aujourd'hui, nous avons du mal à descendre en dessous du seuil de 90% de taux d'utilisation de l'hélicoptère dans nos secours. Ces critères, évidemment, c'est la rapidité selon l'urgence du secours. C'est aussi le temps de projection des secouristes en voiture jusqu'au dernier point accessible en voiture. C'est le temps ensuite de cette caravane qui va se mettre à pied avec tous les équipements supplémentaires que ça nécessite. Pour vous donner un seul exemple qui est compréhensible, quand vous êtes en Corse, que nos secouristes et notre hélicoptère sont basés à Ajaccio, nous savons que depuis Ajaccio, avec l'hélicoptère, nous pouvons rallier l'essentiel des sommets entre 10 et 15 minutes. Si nous le faisons en voiture, il faut compter déjà 2 à 3 heures de voiture avant même que la caravane se mette à pied. Vous comprendrez que
souvent le choix est vite fait, surtout que le secours doit au moins tenir dans une journée avant la tombée de la nuit et en tenant compte des fenêtres météo qui peuvent devenir défavorables. Donc bref, chaque fois qu'on peut rationaliser, économiser, nous le faisons, mais c'est aussi des vies humaines et des responsabilités à prendre en considération. Voilà ce que je souhaitais dire en propos liminaire. Donc nous sommes évidemment à l'écoute, nous sommes ouverts à un certain nombre de rationalisations sur les moyens de comptage tels qu'ils sont évoqués, sur les formations bien évidemment, mais nous avons le sentiment d'avoir déjà fait beaucoup depuis une dizaine d'années et d'être un peu au bout d'une logique, surtout que face à l'afflux, à l'augmentation de l'activité, de la fréquentation saisonnière en milieu montagne, nous continuons à rendre notre mission avec le même effectif. Merci, mon général. Je vais donner la parole au rapporteur général s'il souhaite intervenir. Et après, je céderai la parole à nos collègues qui souhaitent poser des questions. Simplement vous informer, je crois qu'on vous a distribué la liste des recommandations et que si vous avez des interrogations, des questions à destination de nos rapporteurs spéciaux, n'hésitez pas à intervenir. Merci, monsieur le rapporteur général. Oui, merci, monsieur le président. J'ai pris le temps en arrivant, comme j'arrivais un peu juste à temps, de saluer la Cour. Donc, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mon général, messieurs les directeurs généraux, voilà, n'y voyez pas de, comment dirais-je, ni malice, ni arrière-pensée. Alors, je dois dire que j'ai un sentiment mitigé en ayant écouté à la fois la présentation et ce que j'appellerais un peu la défense. Je pense que il faut qu'on aille, enfin, l'idée du 58.2 et des travaux que conduisent les rapporteurs spéciaux, c'est finalement de regarder, puisqu'on est en commission des finances, tout un coup. Hein. Alors on connaît la musique, la santé n'a pas de prix, oui, mais elle a un coût. Vous l'avez dit, les secours en montagne, puisque c'est le thème. Merci mon général d'ailleurs d'avoir redit ou éclairé le débat. Parce qu'on pourrait dire, bah, ça fait, on regarde un ratio, ça fait peu d'interventions. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Donc voilà, là-dessus, j'ai aucun problème. Mais je trouve, voilà, je vous dis ce que je pense, qu'il faut qu'on aille plus loin sur chacune des étapes de ce que souligne la Cour. Il y a un phénomène que vous avez évoqué, il y a plus de pratiquants. Ben, on voit bien que, par ailleurs, on parle du surtourisme. Voilà, on agit comment? C'est des données factuelles, numériques. J'ai envie de dire, c'est la démographie qui là augmente de la pratique de la montagne. Et puis cette pratique, elle a bien changé. Les gens semblent, enfin, il y a quand même une conscience relative du danger de la montagne, de la pratique. Bruno me disait il y a quelques instants, il y a quand même qui vont quasiment en tongs essayer de gravir le Mont Blanc. Bah oui, enfin, j'ai pas rien, mais les débiles, à un moment, il faut y mettre fin assez vite. Ce qui veut dire que je pense qu'il y a besoin aussi dans la prévention, de formation et peut-être à certains niveaux, ça s'organise, d'imaginer qu'à un moment, on bloque les personnes qui s'adonnent à une pratique non conforme, que ce soit sur la marche, mais que ce soit avec en vélo, etc. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de goût du risque non contrôlé parce que finalement, on a cette liberté et puis que peut-être inconsciemment, certains se disent, en plus, en France, s'il y a un pépin, c'est gratos. Moi, je pense que c'est un peu comme partout. Peut-être je me trompe. Hein. Je pense que si on arrive à responsabiliser, j'ai bien regardé ce que vous dites là, en disant finalement on s'aperçoit que la facturation, si on avait, ça changerait pas forcément. Je pense qu'il n'y a pas que la facturation, c'est ce que je dis. Il y a à la fois le travail depuis le début, et vous l'avez dit vous-même, la sécurité routière, quand même, en 50 ans, elle a fait des progrès considérables. Pour les morts, pour les blessés, voilà, il y a eu un déploiement. Je pense que c'est un des sujets. Après, sur l'organisation entre les différentes forces, moi je trouve, je vous le dis, comme c'est du brut que je traite,
je trouve à ce stade un peu court sur le principe, le fait de dire, globalement, j'ai envie de dire, j'ai le sentiment, après vous avoir écouté, que vous êtes assez convergent pour dire que il y a eu pas mal de progrès et que c'est déjà assez performant. Oui, mais on a quand même, alors oui peut-être, mais on a quand même entre la pratique, le nombre de pratiquants qui augmente sur des activités diverses et multiples dans la montagne et le coût, ben, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'inflation. Il faut, je pense aussi, il faut qualifier cette inflation de coût, parce que je pense qu'on doit pouvoir mieux organiser ou mieux nous organiser. Je ne vais pas plus loin sur les niveaux de responsabilité parce que ça mêle aussi des professionnels du tourisme, les collectivités. Donc il y a 1001 sujets. Mais je pense enfin qu'il n'y aurait rien de... Enfin, comment dirais-je, il n'y a rien, moi, qui ne me bloquerait sur le fait quand même de faire évoluer, par des définitions peut-être, mais le fait de rendre, comment dirais-je, solvable par un dispositif assurantiel tout ou partie de la pratique libre en montagne. C'est vrai pour plein d'activités, il n'y a pas de raison. Et dans ce cas-là, ça permet, me semble-t-il, ça devrait permettre d'avoir une approche différente. Je crois que c'était, en tous les cas, l'idée des rapporteurs. Je vous livre mon ressenti sans détour. J'avais une ou deux questions sur la rationalisation, l'optimisation, mais après vous avoir entendu, alors je ne parle pas pour la Cour, j'avoue que j'ai l'impression que vous avez déjà répondu, mais presque plutôt en refermant assez grandement la porte, je le dis, ce qui moi, me pose question. Voilà, donc... peut-être j'aurai d'autres collègues, certains de mes collègues qui partageront ou au contraire ne partageront pas, mais je pense que c'est en tous les cas un dossier qu'on ouvre et qui est particulièrement intéressant parce que je pense que les moyens, par exemple, moi je préférerais que la gendarmerie ait plus vite plus de moyens pour bien héberger ses personnels que de voir une envolée des coûts par le fait de une irresponsabilité relative d'un certain nombre de personnes. Parce qu'il y a aussi des secours, que vous l'avez dit, hein, des pratiques, tout va bien. Ben, il y a des événements qui font que c'est grave et que tout le monde subit. Voilà. Donc je ne veux pas non plus donner le sentiment que je ne regarde que un peu les délinquants, ou en tous les cas ceux qui n'ont pas le bon comportement de la pratique de la montagne. Merci, monsieur le rapporteur général. Je vais céder la parole à nos collègues qui souhaitent poser des questions. Je voulais simplement vous informer que vous aurez un temps de réponse dans l'ordre inverse de vos prises de parole. Monsieur le président de la Chambre clôturera le propos, ainsi que les rapporteurs s'ils le souhaitent. Peut-être saluer aussi la présence de la directrice générale des pompiers et directeur général des CRS, parce que je la remercie aussi pour leur aide et peut-être que des questions peuvent les concerner. Merci. Donc nous débutons par Marc Laménie, se prépare Frédéric Espagnac. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup à nos invités, bien sûr, la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, mon général, et puis les rapporteurs spéciaux. Alors c'est un sujet très important, on pourrait y consacrer largement la journée. Alors moi je me bornerai sur le problème. Déjà vous avez fait la comparaison avec la sécurité, le volet sécurité routière, problème de comportement, et c'est vrai, et souvent malheureusement d'inconscience. Vous l'avez rappelé, je crois que le chiffre des décès est dans quelques jours dans nos départements et territoires respectifs. Il y a la journée nationale pour la gendarmerie le 16 février chaque année. Donc c'est là aussi qu'il y a en mission, en service, journée nationale aussi, chaque année, police nationale, les sapeurs-pompiers notamment, et tous les grands services de l'État. Et là, vous avez raison de rappeler que je pense que les trois fonctions publiques sont toutes et tous concernés. Vous avez associé les SMUR. Alors donc,
Dans les recommandations fondamentales, toutes les 8 recommandations, c'est principalement les grands ministères, ministère de l'Intérieur notamment, les préfectures, les CODIS, donc les SDIS, enfin tout. Alors moi je voudrais, concernant les hélicoptères, alors gendarmerie nationale, je pense que CRS, vous avez aussi un parc d'hélicoptères. Combien y a-t-il actuellement d'hélicoptères en fonctionnement, si on peut dire? Combien peuvent être utilisés? Et aussi, combien de bases géographiques? Parce que la réalité géographique, alors il y a la partie métropole, mais il y a aussi l'outre-mer qui est concernée. Donc c'est un petit peu mes questions, parce qu'il faut certes, tout est financier malheureusement, des moyens humains, c'est sûr. Et d'autre part, est-ce que les réservistes de la gendarmerie nationale interviennent à ce niveau-là en complément et la répartition géographique des bases? Voilà, j'en arrêterai là parce que le sujet il est immense. Je vous remercie toutes et tous. Merci. Frédéric Espagnac, et se prépare Jean-François Rapin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, Messieurs les directeurs généraux. Peut-être 2 ou 3 choses en préambule. On est tous, les uns et les autres, souvent interpellés quand on regarde, en effet, des sauvetages à la télévision. Et certains se disent, comme Monsieur le rapporteur général nous l'a dit, certains sont sans doute inconscients ou ne prennent pas la dimension de ce qu'est la montagne. Pour autant, il y a la réalité. Ce qu'on voit à la télévision, il y a le vécu. Et quand nous sommes des élus les uns et les autres de montagne, on sait à quel point souvent la réalité est différente. Moi, d'abord, je voudrais commencer par saluer, et je vous le dis ici, le travail remarquable des équipes de gendarmerie, des PGHM. J'en ai un chez moi qui est exemplaire. Je travaille avec le SDIS également. Et je peux vous dire qu'au quotidien, quand nous sommes dans des territoires tels que les miens dans les Pyrénées, nous savons ce que nous devons à ces équipes et au remarquable entraînement, coordination du travail, en tout cas, qu'ils font ensemble. Donc, moi, je pense en effet que l'harmonisation qui existe, il faut la saluer, elle est réelle, elle est sous l'autorité du préfet, peut-être que ça mérite d'être recalé, mais je pense que globalement, tout ça fonctionne bien. Deuxièmement, c'est la rationalisation et l'optimisation financière. Moi, je peux vous dire aujourd'hui qu'ils sont à l'os. Et je le vois dans mon quotidien, qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire leur travail. Et je ne parle pas, et comme l'a dit monsieur le rapporteur général, des conditions de vie, les logements et autres. Et je pense que nous devrions saluer en tout cas ces hommes qui sont au quotidien au service de notre population. Je le rappelle, la montagne, elle est difficile. Elle est même sauvage, elle est dangereuse. Et je crois qu'il faut savoir rappeler cela. Après, en tant que secrétaire général de l'Association nationale de la montagne, je rappelle en effet qu'il existe une loi montagne en 85 qui a posé des principes fondamentaux, c'est-à-dire la gratuité du secours en montagne au même titre que la gratuité du secours en plaine. Je le précise. Nos habitants ont les mêmes droits, que nous vivions en montagne ou pas. Je veux d'abord lever la confusion fréquente, car elle fausse complètement le débat de temps en temps. Ça n'a pas été trop aujourd'hui, mais sur le secours en montagne et le secours sur piste, qui ne sont pas la même chose. Les secours sur piste relèvent d'un cadre commercial, souvent assuré par les stations. Les secours en montagne, lui, est un service public, au même titre que les pompiers, le SAMU en plaine. Trop d'articles, trop de discours et trop de citoyens mélangent ces deux réalités. Aujourd'hui, la montagne attire, et on l'a dit, de plus en plus de touristes, notamment l'été. C'est une chance pour nos territoires. Cela permet de faire vivre un tourisme 4 saisons, de maintenir des activités économiques et tout simplement de faire vivre des villages d'altitude qui, sans cela, se verraient mourir. Mais vivre en montagne coûte déjà beaucoup plus cher. Les déplacements, l'agriculture, les infrastructures, les services publics, tout y est plus complexe, plus long, plus coûteux. N'est-ce pas une raison pour rendre les secours payants? Non, je ne le crois pas. Ce serait au contraire une double peine pour ceux qui y vivent et pour ceux qui y travaillent. Je rappelle néanmoins que la loi montagne permet déjà à des collectivités qui le souhaiteraient de pouvoir faire payer, dans certains cas exceptionnels, j'en arrive, Monsieur le Président. En tout cas, c'est la vraie question, et je crois que ça a été souligné, qui n'en est pas une, mais une affirmation et une préconisation de Monsieur Belin, si j'ai tout bien compris. C'est, je crois, le rôle majeur de la prévention et de l'information et de la sensibilisation qui, à mon sens, n'est pas au niveau aujourd'hui, et cela a été évoqué. Et je crois qu'investir sur ce terrain-là me paraît indispensable pour limiter les autres effets. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi d'avoir été trop longue. Merci, chers collègues.
La parole est à Jean-François Rapin, puis à Michel Canvet. Merci, Monsieur le Président. Une intervention qui fera écho à celle du rapporteur général, mais qui ne fera peut-être pas plaisir à Frédéric Espagnac, parce que de l'analyse que j'ai entendue, effectivement, on sent qu'il y a une forme de dogme à la gratuité des interventions. En aucun cas, j'ai dit que les collectivités, de par la loi montagne, pouvaient payer. Pardon, excuse-moi. Donc voilà. Je vais faire un parallèle avec ce qui a été fait il y a quelques années dans des secteurs touristiques et plutôt balnéaires, bien sûr, sur le secours en mer. En fait, le secours en mer, moi j'ai connu, quand j'étais maire, une intervention de l'État tout à fait gratuite au service des collectivités, au service des baigneurs, au service des touristes. Et puis, progressivement, ça s'est transformé. Et tout ceci, aujourd'hui, est à la charge pleine et entière des collectivités. Donc, au travers, forcément, l'impôt. Aujourd'hui, vous nous expliquez très clairement, et on l'a compris, qu'il y a de plus en plus d'interventions avec de moins en moins de moyens et des grosses difficultés, finalement, à assurer l'avenir. Moi, j'ai entendu parler de la fermeture de bases de PGHM en raison probablement d'un manque de matériel ou d'une rationalisation nécessaire au regard des finances. J'ai interrogé l'intelligence artificielle, là, parce que j'ai aucune notion de cette... Je ne suis pas expert sur la question. Et je note que 54,8 millions de journées skieurs ont été vendues au travers les remontes de pente, au travers les télésièges, etc. 54,8 millions de journées skieurs. Donc dites-vous bien quand même que là, il y a un potentiel important pour pouvoir aller chercher des moyens qui sont à hauteur de 110 millions, j'ai entendu tout à l'heure à peu près en termes d'intervention héliportée. Vous avez parlé de la Suisse. Moi, j'ai un cas particulier avec, alors, dans ma fonction précédente de médecin, une de mes patientes, pour une entorse de la cheville en bordure de la frontière franco-suisse, a été secourue par les Suisses. Elle a reçu une facture de 7 000 € qu'elle a dû payer. Parce que l'hélicoptère est venu chercher sa fille qui s'était fait une entorse de la cheville. Donc là, je pense qu'il y a quand même il y a probablement un entre-deux à trouver. Il y a une forme de recette à aller chercher. Je ne sais pas sous quel aspect, mais en tout cas, voilà, quand on est touriste, skieur ou même alpiniste, on va chercher finalement, au travers un plaisir, on se crée un propre danger. Donc là, il faut avoir une réflexion, à mon avis, parce que la situation continuera à s'aggraver. Et la prochaine fois, peut-être dans 2 ou 3 ans, vous viendrez nous revoir en disant c'est pas 1 ou 2 bases qu'on a fermées en plus, c'est 2 ou 3. Donc je pense que je ne crois pas que ça doit rester, enfin, la gratuité du secours en montagne. Il y a des situations exceptionnelles pour les habitants permanents, des situations d'urgence, comme les services de secours en plaine interviennent. Mais il y a quand même, quelque part, une réflexion à avoir, je pense, pour financer ce travail très important que vous menez, qui sauve des vies. Et je pense qu'une vie vaut plus que 10 000 €. Mais en tout cas, l'intervention qui va sauver la vie, elle coûte 10 000 €. Et il faut y réfléchir. Merci. Michel Canvet, puis Christine Labarde. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Moi, je partage l'analyse du rapporteur général, effectivement. Et je veux remercier la Cour des comptes de nous avoir donné tous ces éléments d'analyse qui permettent de mieux appréhender le sujet. En tout cas, le rapport est bien étayé et nous permet vraiment de bien comprendre les choses. Je partage aussi, bien sûr, tout ce qui a été dit tout à l'heure par les différents intervenants. Effectivement, l'idée que les secours soient mieux coordonnés au niveau du 112 et des CODIS, ça me paraît tout à fait pertinent. Et surtout, que le préfet ait un rôle essentiel. On sait bien que l'un des problèmes auxquels l'État est affronté aujourd'hui, c'est le problème du fonctionnement en silo. Et donc, il est nécessaire que l'on puisse y trouver des solutions. On l'a dit et redit, le dispositif des secours en montagne est particulièrement opérant dans notre pays, et donc il faut s'en féliciter. Mais il faut aussi tenir compte de l'augmentation du nombre d'interventions. Il est dans le graphique qui nous a été exposé tout à l'heure, entre 2020 et 2024, c'est de façon continue, tout en ayant d'ailleurs maîtrisé les interventions héliportées, ce qui veut dire que les choses ont été rationalisées sur ce plan et c'est positif. Et donc il faut sans doute encourager ça. Moi, ma préoccupation, je vous le dis très clairement, c'est que
l'état des finances publiques est particulièrement préoccupant dans notre pays. Ceci veut dire que nous ne pourrons faire face à l'ensemble des besoins. On a des besoins, Jean-Pierre Vogel, en matière de sécurité civile pour remplacer les appareils qui servent à lutter contre l'incendie. On a des besoins, ici, cela a été exprimé aussi, pour remplacer le parc de matériel. On ne pourra tout remplacer. Donc il faut que l'on trouve, il faut qu'on se pose la question d'abord de l'optimisation des moyens et ensuite de la responsabilisation, comme cela a été évoqué par Jean-François Rapin à l'instant, de la responsabilisation, effectivement, de l'ensemble des intervenants, parce que tout ne peut pas être gratuit dans notre pays. Il nous faudra trouver les moyens de pouvoir assurer la performance des équipes de secours et le remplacement des moyens matériels qui sont nécessaires pour l'exercice de leur mission. Merci. Christine Lavarde, puis Victorin Lurel. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant et je pense que le rapport tombe vraiment au bon moment au début de ces vacances scolaires. J'ai une question. J'aimerais savoir, parce qu'on a un tableau dans le rapport de la Cour qui expose bien en fait la répartition des interventions par nature d'activité. Mais est-ce qu'on est capable de dire à l'intérieur de ces activités lesquelles étaient pratiquées sur un espace sécurisé? Je veux dire, si on fait de la randonnée sur un secteur, sur un sentier qui a été balisé, on peut dire que si on se blesse, c'est de la malchance, mais on n'a pas voulu volontairement mettre en danger la vie des autres, et notamment la vie des secouristes. C'est pas la même chose si on fait du hors-sentier, c'est la même chose pour l'escalade, c'est la même chose pour le ski. Et autant on peut dire que quand on a un accident sur une piste de ski, c'est parfois involontaire, on s'est fait percuter par un autre skieur, et là c'est certainement la responsabilité du civil de l'autre skieur qui pourrait être à appeler. Quand on va faire du hors-piste, c'est autre chose. C'est la même chose pour les raquettes. Donc est-ce qu'on sait différencier ces interventions et par là même aussi le coût des interventions? Parce que je suppose que ça doit être moins coûteux d'aller chercher un skieur sur une piste que d'aller chercher un skieur dans une avalanche ou dans une crevasse parce qu'il était hors circuit. Donc ça serait ma remarque pour essayer de nuancer le coût. Et peut-être du coup, pour les rapporteurs, je sais pas, la recommandation 7, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il faut appeler les gens à la responsabilité, enfin surtout, mais encore plus quand ils font en fait du hors espace aménagé. Et dans la recommandation 7, on dit expertiser l'hypothèse, notamment sur les espaces aménagés. Donc c'est juste ça sur lequel je voudrais... Soit je me comprends mal, soit il faut peut-être dire l'inverse sur les espaces non aménagés pour vraiment responsabiliser encore plus. Merci Victorin Lurel. Et je n'ai pas d'autres demandes. Merci Monsieur le Président. Merci pour ce que j'ai appris par ce rapport et par les déclarations de nos invités. J'ai une perplexité et une demande d'information. La perplexité, c'est sur l'avenir. Comment améliorer ce dispositif avec 3 corps, sans citer le SMUR, le SAMU et autres acteurs. Si je résume le rapport, j'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose d'orthogonal entre ce que vous exposez et ce que nos invités exposent. 752 secouristes, faisant à peu près 10 000 interventions pour 107 millions et coûtant à peu près en moyenne 11 000 euros. 10 711 000 euros. Vous proposez 3 solutions, la Cour. 3 solutions, un scénario ambitieux, les regrouper en une force unique, mais apparemment récusé par nos invités. Un scénario intermédiaire, retirer la compétence au SDIS, j'ai cru comprendre que ça marche, et donc c'est refusé. Et puis un scénario à minima, reconfigurer les zones d'intervention. En quoi les 2 premières solutions sont-ils récusables à ce point? Vous faites des propositions, est-ce que ça marcherait, le scénario ambitieux, regroupé et centralisé? En quoi ça améliorerait, ne serait-ce que du point de vue de l'efficacité des interventions et peut-être de la diminution des coûts? En quoi est-ce impossible à mettre en œuvre, y compris pour le scénario intermédiaire? J'aimerais comprendre. Ensuite, sur la possibilité de facturer, même si ça peut être ciblé, et je viens d'entendre Christine Lavarde évoquer des sujets importants et intéressants, est-ce que la piste de l'assurance, de la couverture assurantielle,
a été mise en œuvre et en quoi elle pourrait l'être si elle ne l'est pas suffisamment. La deuxième, c'est une demande d'information, c'est sur les Outre-mer. Vous avez interrogé 12 départements, dont la Réunion, mais chez moi, il y a des interventions, c'est plutôt le SDIS que l'on voit. En Martinique, il y a des montagnes, et en Polynésie. Il est vrai, peut-être qu'ils sont compétents. Peut-être que la collectivité autonome de Polynésie est compétente, mais quelles sont les spécificités du secours en haute montagne dans ces territoires-là? Est-ce que vous pourriez m'éclairer? Voilà. Merci. Donc, se sont inscrits Arnaud Bazin, puis Sophie Primas. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, je voulais revenir sur la question de la tarification et de la responsabilisation. J'ai bien entendu tout ce qui se dit sur la prévention, mais une prévention qui ne fait pas mention des risques réellement encourus du point de vue financier par ceux qui ne respectent pas les règles me paraît très relative dans ses effets. Donc je pense en effet que la recommandation qui vise à évoquer une facturation dans bon nombre de cas est pertinente. Autant j'ai entendu ce que dit Frédéric Espagnac sur la nécessité pour les habitants et les travailleurs de la montagne de bénéficier des mêmes conditions de secours que ceux de la plaine, autant je m'interroge quand même sur les pratiquants de loisirs qui viennent à la montagne uniquement pour pratiquer des loisirs, qui dépensent pour ça déjà beaucoup d'argent, pour s'y rendre, pour s'y faire héberger, etc. Donc je reviens sur la piste assurantielle qu'a évoquée Victorin Lurel à l'instant. Il me semble en effet que c'est une piste intéressante, mais elle ne sera valide que dans la mesure où les gens connaîtront le risque de facturation qui peut leur être fait, comme c'est pratiqué en Suisse. Je ne vois vraiment pas pourquoi on leur épargnerait cette facturation, alors même qu'ils sont des pratiquants occasionnels. Je suis par contre beaucoup plus circonspect sur la piste évoquée par notre collègue Lavarde sur la distinction entre le hors-piste et en-piste, ou en tout cas sentier, hors sentier. Je ne sais pas si au quotidien c'est très facilement vérifiable, si ça n'ouvrirait pas des contentieux à n'en plus finir, et que la piste assurantielle pourrait s'imposer à tous si un service est délivré, qu'il a un prix et qu'il est facturé. Voilà, donc je pense que dans la recommandation qui vise à proposer une facturation ciblée, s'il faut comprendre ciblée par restreinte, je pense qu'il faut plutôt la faire évoluer vers une facturation assez large, mais bien comprise de tous et ouvrant des pistes à l'assurance. Merci. Sophie Primas. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, pour redire aussi ma reconnaissance et notre admiration devant tous ceux qui assurent notre sécurité en montagne dans des conditions qui sont parfois extrêmes. Je rejoins la totalité des interventions sur la facturation. Juste sur cette question de facturation, moi, je connais pas très bien, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous facturez quelque chose sur une intervention sur les pistes de ski ou hors dehors des pistes de ski? Est-ce que quelque chose aujourd'hui est facturé, le transport jusqu'en bas des pistes, l'intervention pour venir vous chercher en barquette? Est-ce qu'il y a des choses... Bon, voilà. Voilà, donc première question. Et deuxième question, moi aussi, je m'interroge effectivement sur une facturation qui puisse être soit assurantielle, soit a posteriori de l'accident, en fonction du fait qu'on a pris ou pas des risques pour les autres, en se mettant dans des situations qui sont des situations dangereuses. Et troisièmement, je vois que dans l'optimisation de votre organisation et de l'optimisation des coûts, il y a une recommandation qui est d'engager le renouvellement de la flotte d'hélicoptères de la gendarmerie nationale. Ça représente combien d'appareils, sur quelle période de temps, quel investissement pour l'État et quel financement? Merci. Merci. Bien, je vais donner la parole en premier au général Bruno Arvizet. Donc, si vous êtes d'accord, vous répondez aux questions que vous souhaitez, et puis on fera, voilà, chacun. L'objectif, c'est qu'à la fin, tout le monde ait une réponse à sa question. Merci. 5 minutes, si ça ne vous ennuie pas, pour qu'on essaye de respecter à peu près les horaires. Je vous remercie. Je partage le constat sur le comportement inconscient de certaines catégories de pratiquants de la montagne. Mais je crois qu'il faut savoir les distinguer. Vous avez les activités à risque bien connues d'alpinisme. Elles sont déjà bien encadrées par des sociétés de guides. Il y a déjà un encadrement qui existe à travers les formations pour être
pour emmener des gens en montagne, et par les équipements. Voilà, donc c'est pas là qu'on a un véritable sujet. Le véritable sujet, à mon sens, ça concerne avant tout les activités de loisirs en plein développement, et en été en particulier, le trail, le VTT, le parapente, etc., etc. Avec une difficulté majeure, c'est que l'activité en montagne n'est pas réglementée. Nous sommes encore dans un espace de pleine liberté, et si je dois faire un parallèle, le secours en mer, qui n'est pas non plus facturé, en revanche, l'activité en mer est davantage réglementée. Il y a un code de la navigation, selon votre distance par rapport à la côte, vous devez avoir tel et tel type de permis, vous devez avoir tel et tel type d'équipement. Et à ce titre, la gendarmerie maritime, comme les brigades nautiques, sont en capacité de relever, alors soit de faire de la prévention, évidemment, donner des avertissements, soit relever des infractions. J'irais même jusqu'à dire que même les zones de baignade au bord de la plage, elles sont aujourd'hui encadrées. Si vous prenez le milieu montagne, il n'en est rien de tout ça. En hiver, il y a effectivement un distinguo qui existe entre en piste, enfin sur piste et hors piste. Donc à la limite, facturer du hors piste, puisque sur piste, c'est le problème avant tout de la station elle-même. Mais le reste du temps, ça reste très compliqué que de dire, bah lui, il est sorti du sentier. Oui, mais d'accord, mais à partir du moment où, de toute façon, les sentiers ne sont pas obligatoires, on ne doit pas nécessairement emprunter un sentier, comment ira-t-on facturer à quelqu'un qui était sur un sentier secondaire par rapport au sentier principal, puisqu'il n'y a aucune règle? Donc peut-être faut-il réglementer quelques activités de haute montagne à partir d'une certaine altitude, mais c'est très relatif parce qu'il faudra, si on parle des équipements, raisonner aussi par activité. On ne peut pas imposer la même chose à celui qui fait du trail qu'à celui qui fait de l'escalade, vous le comprendrez. Donc tout ça est extrêmement complexe, mais je pense qu'effectivement, on peut progresser, penser à réglementer, mais surtout évidemment à prévenir. Alors les gendarmes font déjà de la prévention, mais la prévention, c'est à mon sens l'affaire de tous, dans toutes les stations, dans tous les lieux de villégiature, dans les vallées, qu'il faut la faire. Elle ne peut pas reposer que sur les unités de gendarmerie. Vous avez compris que c'était complexe pour nous. Sur nos hélicoptères, pour répondre à plusieurs questions sur ce sujet, au total, en France, outre-mer inclus, nous avons 56 hélicoptères, dont 13 en montagne, avec effectivement des flottes très vieillissantes. La flotte la plus vieille, c'est celle de nos écureuils, 40 ans d'âge moyen, ce qui veut dire qu'il y en a qui flirtent avec les 50 ans, et d'autres flottes qui ont entre 25 et 15 ans d'âge moyen. Donc effectivement, on a un vrai sujet, un début de trou capacitaire qui va aller s'aggravant si rien n'est fait dans les années à venir. Sur les réservistes, oui, dans notre dispositif montagne, nous engageons des réservistes à travers les dispositifs hivernaux et estivaux, réservistes fidélisés à certaines unités. Nous en avons même quelques-uns dans les PGHM, mais ils ne font pas de secours parce qu'ils n'ont en général plus les qualifications pour les faire. Donc ils contribuent aux autres missions. La nature des activités de secours, nous sommes en mesure de la fournir, nous sommes en mesure de vous préciser ce que vous souhaitez, de savoir si l'essentiel des accidents concernait des vététistes, des amateurs d'escalade, de parapente. Donc ça, on est capable de le documenter puisqu'on le tient dans notre registre et dans nos statistiques d'intervention. L'outre-mer, évidemment, n'est pas exempte sur le sujet, et je pense en particulier à La Réunion, puisque à La Réunion, nous avons un PGHM A12 qui d'ailleurs assure, en plus de ses missions quotidiennes, 600 secours par an. C'est d'ailleurs un des PGHM les plus sollicités en matière de secours. Après, il n'y a pas de spécificité propre à l'outre-mer, sauf que toute l'année, évidemment, dans ce massif, nous avons des randonneurs dans les différents parcs naturels. La tarification, nous ne sommes pas opposés à facturer des secours dans certaines conditions, mais je pense que si on le fait en montagne, il faudra le faire aussi dans les autres milieux, et particulièrement en mer, par souci d'équité. Et il faudra bien se mettre d'accord sur le principe des règles qui conduisent à une éventuelle facturation, parce qu'aujourd'hui, tout cela est un petit peu confus. Et en matière de répression, s'il est facile de réprimer en mer après avoir averti, c'est plus compliqué en montagne, puisque nous nous appuyons essentiellement sur deux infractions qui valent ce qu'ils valent et qui ne tiennent pas toujours. C'est le déclenchement abusif des secours.
mais c'est rare qu'on le retienne parce que c'est rare que le secours soit démontré comme inutile, et la mise en danger de la vie d'autrui. Mais encore une fois, c'est une infraction qu'il est compliqué de démontrer et de faire tenir devant les tribunaux par la suite. Voilà, j'espère avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Merci, mon général. Monsieur Marion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. De nombreuses questions ou interventions ont tourné autour de la question de la gratuité des secours, de la responsabilisation des usagers. Et un peu à l'image de ce que vient de dire le général Arvizet à l'instant, il y a, de mon point de vue, pas de tabou absolu. En tout cas, on doit pouvoir réinterroger cette notion qui parfois confine un peu au dogme de gratuité des secours, mais à condition de le faire naturellement sur la base de critères extrêmement précis, où commence la prise de risque déraisonnable. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut étendre le régime qui existe aujourd'hui sur les pistes de ski, hein, Madame la sénatrice Primas, vous êtes interrogée sur la différence de statut entre ce qui se passe sur les pistes et ce qui se passe hors piste. C'est une question effectivement assez légitime et elle peut être tout à fait interrogée. En tout cas, ça peut participer d'une démarche plus générale de prévention et de responsabilisation des usagers de la montagne, quand on sait par ailleurs les enjeux financiers associés à l'activité de secours en montagne. S'agissant des hélicoptères pour la sécurité civile, nous avons, comme vous le savez peut-être, un parc qui est monomachine, actuellement en cours de renouvellement. Nous sommes en train de recevoir des appareils nouvelle génération qui, à terme, vont équiper l'ensemble des 23 bases hélicoptères de la sécurité civile. On est à peu près aujourd'hui à mi-parcours de ce redéploiement, et nous avons assez logiquement choisi de privilégier l'équipement des bases de montagne, des bases hélicoptères de montagne, de manière à ce qu'elles soient les premières à bénéficier de ces machines, les Airbus H145, dont les performances en montagne sont unanimement reconnues comme tout à fait spectaculaires. Voilà, donc ce déploiement est en cours de déroulement et il se terminera en 2029. Voilà ce que je peux dire très simplement pour ce qui concerne la sécurité civile. Je regarde si je n'ai rien oublié. Monsieur le sénateur Lurel, les Antilles, les 2 bases que nous avons aux Antilles seront livrées en Détroit le mois prochain. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Monsieur Laugier, vous avez la parole, monsieur le directeur. Merci, monsieur le président. Très rapidement de mon côté. Alors d'abord, nous n'avons pas d'hélicoptères au niveau de la police nationale. Et en fait, c'était déjà un gage de mutualisation, puisque nous fonctionnons soit sur les hélicoptères de la sécurité civile, soit sur ceux de la gendarmerie. Donc c'est un point important. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est le fait que nous aussi, nous pouvons donner l'unité de mesure sur les différents types d'interventions. Et je rejoins ce qui a été dit par le général Arvizet, on a de plus en plus d'interventions liées à des activités style le VTT ou autres, qui se traduisent souvent par des accidents qui sont assez graves. La question de la tarification revient de manière constante et pour ma part, je n'ai pas de tabou non plus. J'en mesure en revanche la complexité. Et je vois le sénateur Christian Klinger ici, et quand j'étais dans les Vosges, je me rappelle de 2 situations particulières. Très beau département. Et c'est pas moi qui dirais le contraire. Et donc, je me rappelle très bien de 2 situations particulières. Un sentier qui s'appelle le sentier des Roches, qui est un peu exposé, qui est aménagé, mais on doit avoir quand même un décès par an à peu près sur ce sentier. C'est le fruit d'une maladresse, parce qu'il y a des appics assez conséquents. Et il y a un autre sentier, sur le sentier des Crêtes, qui est parfaitement praticable, comme on l'a évoqué les uns et les autres, sauf que lorsqu'il y a de la neige, le matin, la neige est molle, on passe facilement, et régulièrement, des gens sont bloqués au retour, parce qu'ils reviennent et le névé s'est reconstitué en durcissant. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on fait intervenir les hélicoptères de la gendarmerie, en l'occurrence du PGHM. Et donc, typiquement, la question peut se poser, si vous voulez, de savoir comment est-ce qu'on tariferait une telle situation. Vous voyez, c'est ça, pour moi, la complexité, c'est à quel moment on sort de cette ambiguïté. Si on est sur un sentier, la personne qui s'est perdue, parce que ça arrive assez régulièrement finalement en montagne, il y a plein de cas de figure un peu compliqués, si vous voulez. Moi, je pense que la question assurantielle initiale pourrait être une réponse. Honnêtement, ça ne choquerait pas. Mais il faut intégrer le fait que les situations sont tellement complexes qu'il faut les prendre réellement en amont. Et puis, pour terminer, en ce qui me concerne, rappeler que tout ce qui est activité, que ce soit en mer ou en montagne, effectivement, dans certains cas, on peut se dire qu'il y a une exposition un peu excessive de la part des personnes qui la pratiquent. En réalité, c'est aussi le dépassement de soi et des conquêtes qui ont été faites. Quand on pense aux grands alpinistes, ils ont pris des risques extrêmement conséquents.
Mais vous aviez évoqué les Jeux Olympiques tout à l'heure de Grenoble. Enfin, c'est quand même le fruit de Frison Roche au départ. Hein. Il y a une espèce d'envolée derrière qui s'est déclenchée. Et tout le tourisme de masse s'est constitué à partir de ça et des Jeux Olympiques. Hein. Donc, et puis enfin, pour terminer, un mot pour les unités qui constituent nos services. C'est qu'à chaque fois, ce sont des unités d'élite qui représentent peu en termes de volumétrie d'effectifs par rapport à ce que rassemble la fonction publique de manière générale. Et ce sont des unités qui tirent vers le haut, au-delà de la réponse immédiate qu'elles apportent à des préoccupations quotidiennes que nous avons, soit pour des événements majeurs, soit pour leurs fonctions qu'on vient d'évoquer. Merci, monsieur le directeur. Je vais céder la parole pour le mot de la fin à monsieur Cazet, président de la 4e chambre. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. 3 points liminaires et ensuite quelques points de réponse. Les 3 points liminaires. On avait 2 forces qui intervenaient pour faire le secours. On en a 3. J'étais directeur des affaires maritimes, donc j'étais l'organisateur des secours en mer il y a quelques années. Donc je vois ce qu'il y a de difficile à faire travailler des différents ministères. Là, on assiste tout de même à la prouesse, que ce soit le ministère de l'Intérieur qui laisse se développer sa propre concurrence sur le champ de 2 autres de ces directions. C'est pas moi qui le dis. Il y a des cas de recours de SDIS dans le 06 en Corse contre la répartition entre les forces. De la même façon, on ne peut que déplorer le fait que l'incursion des SDIS sur le champ de secours en montagne conduit à une sous-usage de ces ressources. On a les chiffres. 1,8 dans la Drôme, 1,8 interventions par an et par agent. Dans les Hautes-Alpes, 3,6 interventions par an par agent. Comment peut-on maintenir une spécialisation dans ces conditions? Deuxième chose, ce qui n'a pas été dit entre les acteurs, ce qui est présent et ce qui inquiète la Cour, c'est que le problème, au-delà des surcoûts, de l'absence de rationalisation, le problème, c'est celui des moyens aériens. Ceux qui disposent des moyens aériens, c'est la sécurité civile qui s'est largement équipée. Celle qui faisait avant le secours en montagne, épaulée par la gendarmerie, par la police, c'est la gendarmerie. Et on se rend compte que les SDIS vont disposer d'une flotte importante, rénovée, et que la gendarmerie, et nos entretiens l'ont montré, aura beaucoup de mal à remplacer ces hélicoptères. Et c'est ça qui inquiète la Cour, c'est le fait que la gendarmerie ne puisse pas remplacer ces hélicoptères et qu'elle aille de fermeture de base en fermeture de base. Troisièmement, sur la gratuité, certes, il y a un principe historique, mais on ne peut pas admettre l'argument selon lequel ce serait compliqué. Ce qui est faisable à l'étranger, partout, devrait pouvoir l'être en France. Enfin, sur des réponses plus ponctuelles, le sénateur Lurel a demandé pourquoi les solutions 1 et 2 ne seraient pas viables. Elles sont, pour nous, viables. La une reviendrait sur une organisation qui est certes historique, mais qui conduirait à revenir sur une segmentation entre différentes forces. La 2 l'est très certainement, c'est-à-dire mutualiser les moyens aériens, ce serait vraiment le moins que l'on puisse faire. Plusieurs sénateurs sont intervenus pour demander si la gratuité comment elle pourrait être mise en place et si notamment on dispose de statistiques sur le zonage des interventions. Le tableau 1 ne concerne pas les pistes, c'est la question de la sénatrice Lavarde. Et par ailleurs, la question de l'assurance existe. Sachez que vous pouvez déjà être facturé en France. Si vous êtes sur une piste et que les moyens privés interviennent, si la station intervient, eh bien, à ce moment-là, vous êtes facturé et vous pouvez être assuré. En revanche, si vous sortez des sentiers, si vous allez hors piste, eh bien, vous ne paierez pas. Vous ne paierez pas. Et c'est le paradoxe qui est souligné par la Cour. Enfin, on a répondu sur l'organisation des moyens gendarmerie. À La Réunion, ça a été dit par la DGGN, la DGPN. Et on a effectivement une spécificité à La Réunion, alors que dans le reste des Outre-mer, à notre connaissance, c'est les moyens des SDIS et de la gendarmerie classique qui interviennent en haute montagne.
Et la question de l'assurance, à notre avis, tient de la même réflexion, c'est-à-dire que le fait de facturer ne peut aller qu'avec à la fois la prévention, ce que dit le rapport, et deuxièmement l'incitation à couvrir les frais d'intervention, ce qui existe déjà sur une bonne partie des pistes par un système assurantiel. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie tous de la qualité. Vous m'entendez ? Oui. De la qualité de nos échanges. Il nous reste à adopter l'enquête. Non, c'est que je suis un peu loin. Voilà, vous m'entendrez mieux. On se fait au fauteuil, finalement. Il y a l'apprentissage, il y a des réflexions. Je vais solliciter votre accord. Oui. Non mais c'est sur les recommandations. Alors je vais évoquer ce sujet. Donc je vais revenir dessus. Je vais solliciter votre accord pour publier l'enquête et les recommandations, sauf si vous avez des questions particulières sur les recommandations. Voilà. Donc Victorin Lurel, mets ton micro, Victorin, s'il te plaît. Que si c'est un peu réglementé pour le secours en mer, c'est pas très bien défini en termes de nature des activités, en termes des devoirs, si j'ose dire, à respecter, ce qui permettrait d'ailleurs de mieux facturer. Moi, j'aurais suggéré aux deux rapporteurs d'ajouter une neuvième recommandation qui serait de mieux définir, mieux qualifier la nature des activités en vue de... Bon, ou même si on ne met pas dans quelle visée. Si ce n'est pas réglementé, si ce n'est pas bien défini, si le périmètre des activités assurables et finançables ne l'est pas, on aura du mal à facturer. Moi, j'aurais dit dans le rapport, en écoutant ce qui s'est dit là, qu'il faut peut-être mieux définir les activités pour mieux les assurer et les financer. Mais c'est une suggestion qui peut être refusée. Messieurs les rapporteurs. Ça relève de la commission des lois, on entend ce que le ministre nous dit. Oui. Merci. Donc on maintient vous maintenez vos 8 recommandations, donc je sollicite votre... Oui. Oui, espace aménagé. Il y a eu une question sur ce sujet tout à l'heure qui était... Clarifier, monsieur le... Je me permets de prendre la parole après vous, pardon, monsieur le Président. En fait, et alors je suis très gêné de parler à côté du rapporteur général qui connaît le monde des assurances bien mieux que quiconque dans cette salle. Mais dans la discussion que les assurances commencent à avoir, c'est de dire on veut bien vous assurer, chère madame, pour faire quelque chose, ou on veut bien prendre en charge ou définir un risque, mais à partir du moment où, comme les jardins publics, on aura labellisé ou certifié par un bureau de vérification que l'espace dans lequel vous mettez est bien agréé selon des critères, comme une salle de spectacle où le SDIS vous dit « moi je veux bien, mais il faut d'abord qu'on ait donné un aval », ça veut dire qu'il faudrait que l'ensemble des 26% du territoire français concerné par de la montagne soit à un moment donné expertisé et agréé. Ah non. Ah non, tu as toujours le chemin qui t'emmène au cirque dans le fin fond des Pyrénées et qui passe par... Non, mais ne refaites pas le débat, les amis. En tout cas, de ce côté-là, pour dire que appeler les usagers à participer à leur coup de secours, enfin les responsabiliser, a du sens. Donc ce que j'entends là, c'est qu'on sous-entend que pour qu'ensuite l'usager puisse faire appel à sa police d'assurance, il faut que ce soit, qu'on vienne le faire payer que quand il est sur un espace aménagé. Mais donc ça veut dire que le jour où il va faire du hors-piste, donc là typiquement, on n'est pas dans les... Non mais c'est ce que disaient les assureurs, mais nous notre question c'est de responsabiliser le citoyen usager. Donc pour la responsabilisation, elle doit être encore plus importante quand il est sur du hors-piste. Et s'il n'a pas sa police d'assurance, mais c'est son problème, il n'avait qu'à rester sur un chemin... Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, on fait payer l'usager, mais en fait, on lui dit... La proposition est d'enlever à ce moment-là, après secours en montagne, notamment sur les espaces... Et là, je pense que ça nous convient parfaitement. Bon, tenant compte... Voilà. Tenant compte de cette modification, je vous propose qu'on donne...
Monsieur Bazin. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas enlever ciblé après facturation aussi parce que... Facturation, c'est bien, oui. Dans notre proposition, c'est fait. C'est le dernier mot. Je vous remercie. Démocratie directe. Je vous propose qu'on adopte. Je vous sollicite pour pouvoir publier l'enquête remise par la Cour des comptes, ainsi que l'ensemble des 8 recommandations formulées par les rapporteurs spéciaux, tenant compte de ces 2 modifications. Qui est pour? Unanime. Contre? Abstention? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Merci à tous.